Non, chacun doit savoir exactement ce qu'il va voter. D'abord, ce n'est plus une loi d'ultime recours. Cette loi concernera aussi des personnes ayant plusieurs années à vivre, car avec certaines maladies au pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale, on vit aujourd'hui plusieurs années. Le délai de réflexion, Belgique, 1 mois. Canada, 3 mois. Chez nous, 2 à 17 jours. 2 jours. Qui n'a jamais voulu mourir un jour et vivre 2 jours après, mes chers collègues? Ce texte ignore un fait fondamental. Le désir de mort est fluctuant. La collégialité, le patient pourra n'avoir rencontré qu'un seul médecin physiquement. Nous proposions l'avis obligatoire du médecin traitant qui connaît mieux le patient que lui et d'un psychiatre. Refusé. Nous proposions une commission de contrôle avant le geste. Refusé. Elle se réunira après la mort, la belle affaire. Nous proposions qu'un déficient mental, un bipolaire ne puisse jamais être euthanasié. Refusé. Un majeur sous tutelle, mes chers collègues, qui ne peut signer un chèque pourra demander l'euthanasie. Parce que toutes les familles ne sont pas aimantes et qu'il y a des héritages qui se font attendre, nous proposions qu'un juge vérifie l'absence de pression ou d'abus de faiblesse. Refusé. Nous demandions que la moindre altération du discernement interdise l'euthanasie. Refusé. Alors vous dites loi de fraternité. Vous dites loi de fraternité, mais la fraternité, ce n'est pas ça. C'est se préoccuper des autres. À l'admission aux soins palliatifs, 3% des patients veulent mourir une semaine plus tard, 10 fois moins. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours? Eh bien, on a répondu à leurs besoins. Quand on s'occupe des gens, la demande d'euthanasie disparaît. Vous dites, c'est une loi de liberté absolue. Mais la liberté absolue, ça n'existe pas, nous ne sommes pas seuls. Et puis, est-on libre quand on souffre de dépression? Les psychiatres savent bien que non. Est-on libre quand on ne peut pas se payer d'aide humanitaire ou matérielle? Quand on est grabataire, seul, qu'on se sent sale dans son lit et que l'infirmière ne passe que le lendemain, on est moins libre de ses choix que si l'infirmière est là. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, nouvelle émission, j'ai le plaisir de recevoir Maître Benessa. Bonsoir Maître et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Donc dans un premier temps, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bah, écoutez Guilain Benessa, je suis avocat au barreau de Strasbourg depuis quelques années maintenant et à part ça, bah, j'ai fait un doctorat en droit, donc je suis juriste de formation évidemment. J'ai eu des études de philo également, bon c'est une autre histoire et maintenant ça fait, grosso modo, maintenant 9 ans, 8-9 ans que je me suis lancé dans la rédaction de plusieurs livres successifs et ça m'a pris au début peu de temps et puis au fur et à mesure de plus en plus de temps et je vous cache pas pour faire court et ça fait le lien un peu avec l'intitulé de votre chaîne, c'est qu'en soulevant un peu le tapis petit à petit sur des questions à la lisière entre droit et politique, je me suis aperçu que beaucoup de choses que j'avais apprises, à la fac étaient fausses, hein, alors fausses parce que la légende est ainsi conçue souvent, hein. Il paraît que la légende est écrite par les vainqueurs, que l'histoire est écrite par les vainqueurs et j'essaye à mon niveau de débusquer ce qu'on nous vend comme miroir, à mon avis très, très déformant et très faux petit à petit et de concevoir, si vous voulez, une espèce de j'espère en tout cas d'œuvre de ratissage et grand public, hein. Ça c'est aussi je finirai avec ça, mais je vous cache pas qu'il y a un combat personnel, c'est que le droit est très souvent, les dispositifs de pouvoir, on va dire, sont extrêmement compliqués à déchiffrer et on écrit des bouquins illisibles que personne ne en fait, qui sont bons pour caler un piano en quelque sorte et j'essaye de faire exactement le contraire, de rendre accessibles des choses qui ont l'air compliquées parce qu'il faut que les gens comprennent le monde dans lequel on vit et qu'ils puissent se saisir des problématiques, qui nous intéressent dans la vie de tous les jours et qui permettent demain de comprendre un peu mieux le monde tel qu'il tourne. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je sais que vous dénoncez pas mal de choses. Les journalistes qui se trouvent en face quand vous apportez des preuves, quelle est leur réaction? Écoutez, alors, je pense que jusqu'à il y a à peu près 2-3 ans comme ça, je passais largement sous les radars, je vous cache pas que je j'avais pas de velléité particulière, en commençant tout ça donc
j'avais pas affaire à une levée de bouclier. J'ai croisé des confrères qui m'en veulent un peu. J'ai vu quelques universitaires qui commençaient un peu comment dire? À voir un peu rouge, lorsque je débarquais dans une pièce, mais ça allait encore. Maintenant, je vous cache pas qu'avec mon dernier bouquin, Nos vrais maîtres, là, je commence à avoir un petit tir nourri, à droite, à gauche qui commence à tomber, des gens qui estiment que je raconte n'importe quoi et ce qui me frappe, c'est que j'essaye toujours alors déjà ma méthode est simple, c'est que je travaille. Je m'excuse de dire ça, mais je vérifie, je croise des informations, tout est sourcé, tout est toujours juste, tout est toujours vérifiable et d'ailleurs souvent je dis aux gens, soi-disant les sachants, vous savez, qui sont les plus offensifs parfois, je leur dis: «Bah, lisez-moi et vous aurez toutes les sources nécessaires pour soi-disant me contrecarrer» et je cite, mes sources, je cite mes sources, mes formules, mes comment dire? Mes auteurs de référence, mes tableaux de référence, ma grille méthodologique, il y a rien de bizarre là-dedans. Mais je pense en fait que, de plus en plus d'ailleurs, un peu comme je vous disais tout à l'heure, c'est une chose qui m'a percuté petit à petit et qui me percute d'ailleurs de plus en plus, c'est qu'en réalité les sachants disent faux et on va dire, je dirais un peu rapidement et les complotistes disent juste. C'est-à-dire que la les le je vous donne un exemple précis, c'est que je suis farouchement opposé à la théorie de la note de bas de page. J'ai des notes de bas de page quand je cite mes sources, il le faut bien pour qu'on puisse se référer aux éléments sourcés, à des informations. Mais ce qui est terrifiant, c'est le nombre d'auteurs, d'experts, de sachants qui citent la note de bas de page, mais sans jamais l'avoir lue. C'est une espèce de communion d'intérêts sur les informations les plus méconnues ou alors les plus connues, mais qu'on cite sans jamais les lire. Ça fait qu'au bout d'un moment, on ne fait que répéter les mêmes informations pendant des décennies et à un moment, c'est ce que j'essaie de faire, je m'arrête et je me dis: «Mais attends, qui a dit ça? Comment? Dans quel contexte? Dans quelles conditions? Quelle archive?» On trouve des informations explosives qui n'ont jamais été traitées juste parce qu'on n'a pas soulevé tel ou tel tapis qu'on a laissé, tranquillement sur le sol pendant toutes ces décennies. Je travaille notamment sur l'Europe depuis des années, sur la notion d'état de droit, sur pas mal de récits qui nous intéressent, hein, le référendum, le pouvoir politique et cetera, bref et je m'aperçois quand même de nombre de choses qu'on ne m'a jamais apprises. Il suffit de lever le tapis, mais manifestement la le grand sport, la grande mode, c'est de répéter les mêmes absurdités depuis des décennies et de stigmatiser ceux qui tentent précisément d'arrêter un peu le flot des généralités, voire même des mensonges. Mais avec tout ça, au final, est-ce que, vous avez eu, des menaces? Alors des menaces, alors des menaces, des vraies menaces, Oui. il y a plusieurs, il y a c'est une gradation en fait, 1re chose qui vient assez vite en réalité, c'est une forme d'exclusion, ou plutôt de frontières invisibles. Il y a un mur invisible qui se forme petit à petit. Donc les gens qui vous parlent de moins en moins, Mmh. perdez des contacts, perdez des amis, mais vous en gagnez d'autres aussi, hein, parce qu'il faut bien comprendre que des amis des compagnons de route, hein, plutôt, on en trouve également au gré de rencontres et cetera. Dieu soit loué d'ailleurs, hein, sinon on serait un peu seul. Ensuite, sur les menaces en tant que telles, ce que j'ai senti plutôt, c'est une agressivité immédiate. Ça, des remarques, extrêmement désagréables, des messages privés, alors de réseaux divers et variés et désagréables. J'ai eu deux trois courriers postaux, je vous cache pas, qui étaient franchement, sidérants d'agressivité et cetera. Alors, pour l'instant, ça reste, un peu théorique, mais je sens que ça se rapproche. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore vous voyez, j'ai pas de menace sur ma vie qui pèse, je n'en irai pas jusqu'à là, je me prétends pas plus résistant que je ne suis, mais on sent le petit halo insidieux qui se rapproche, les petites choses qui commencent à faire sens, les petites remarques qui tombent. Vous savez, en réalité, quand vous êtes je vais un peu vite, mais quand vous êtes du camp patriote, quand vous êtes du camp des souverainistes, alors moi je me prétends même pas tout ça en fait, je me prétends juste fondamentalement français. Ça suscite déjà une espèce de sidération de dire que mon seul et unique camp, c'est la France et mon seul seigneur, c'est la France. Le reste, m'intéresse assez peu. C'est pas que ça m'intéresse assez peu, c'est que c'est pas mon combat. J'aime mon pays beaucoup trop profondément pour m'intéresser en réalité de plus en plus vous savez, c'est comme partir en vacances. Je rêve de découvrir la France dans tous ses aspects. Je rêve moins de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Il y a un effet je ressens cet ancrage, je le vis comme tel. Rien que tout ça me sépare un peu de pas mal de mes congénères mais comme je vous le disais, j'ai trouvé d'autres compagnons de route et en même temps, c'est aussi rassurant. Vous savez, des fois, on dit que quand on s'élève, l'air est rare, mais quand l'air est rare, on trouve aussi, des compagnons avec qui partager cet air rare, donc ça arrive et c'est aussi rassurant. OK, donc on va continuer. Alors, je vais mettre donc votre livre, Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE, donc aux éditions, L'Artilleur. Donc, bah, je vous laisse le présenter.
En fait, alors, ce livre, c'est mon dernier effectivement, c'est mon petit dernier parce qu'effectivement je pense qu'il est loin d'être petit en termes de révélation, mais il est assez court. Je l'ai voulu volontairement bref, hein, il fait 180 pages. Pourquoi je dis ça? Parce que, je vous disais tout à l'heure, la plupart du temps, toutes les sommes de bouquins, sortis sur l'Union européenne, sur le droit de l'Union européenne, sur les juges de l'Union européenne, sur la Commission européenne, faut le dire, sont des livres illisibles. C'est extrêmement technique, c'est des gloses très longues, c'est bon pour je disais tout à l'heure, pour caler un piano, hein, ou une armoire. Je veux dire, je ne sais pas qui lit ça par les experts. J'en ai évidemment, je m'en suis bouffé dans ma vie, hein. J'ai fait du droit de l'Union européenne, j'ai même eu un prix pour tout vous dire en droit européen, ce qui me fait doucement rire vu ce que je raconte aujourd'hui sur l'Europe, mais bon, c'est un autre sujet. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est l'exact contraire de ce qu'on nous fait et ce qu'on nous fait manger depuis des décennies. Je voulais sortir de la route tracée. Je veux dire, on m'a appris une histoire soi-disant vraie. On va aller voir un peu ce qui se niche dans cette histoire et j'ai eu des résultats absolument effarants, beaucoup plus effarants que je l'imaginais. Et deuxièmement, ce que je voulais absolument, c'était un bouquin court, incisif, parce que plus la clarté m'est apparue, plus j'ai trouvé ce que les hommes dont je parle dans le livre, hein, nos vrais maîtres, donc des gens qui, pour moi, sont malheureusement les vrais maîtres de la construction européenne, des gens qu'on connaît très, très peu et qui ont eu un impact absolument décisif des années 50 à nos jours. Je me suis dit: «Si je fais un énième bouquin de 400 pages, personne ne va me suivre. Il faut un bouquin court, un bouquin de révélation, il faut ouvrir les yeux et pour ouvrir les yeux, il faut emmener les gens avec soi et pour emmener les gens avec soi, il faut être clair, lisible et intelligible». Vous savez la phrase, je crois, de Boileau: «Ce qui se pense clairement s'énonce clairement». Bah, j'essaye de penser clairement et d'énoncer clairement les vérités, j'espère, que j'essaie de débusquer et de dévoiler les unes après les autres. Ce bouquin, à mon avis, est un bouquin de révélation, alors de révélation, de comment dire? De diverses échelles, de diverses périodes, mais c'est ça que je voulais. C'était une biographie simple de types dont on n'a jamais entendu parler, qui sont les architectes cachés et en même temps occultes et très puissants, qui ont conçu les verrous qui entravent la France depuis les années 50. À savoir, qu'il est numéro un des ventes sur Amazon. Oui, alors il est numéro 1 dans certaines catégories, hein, il est aussi maintenant il est sorti il y a 6 mois, il a déjà connu une petite route, mais vous savez, pour faire clair, le je pour ce bouquin, c'est la meilleure des présentations que je puisse faire, je crois. Quand j'ai commencé à rédiger ce livre, j'avais pas tellement d'idées de ce que j'étais en train de faire. Je farfouillais, je lisais énormément, j'ai fait énormément de lectures dans diverses archives et cetera et je suis tombé petit à petit sur des noms totalement occultes, des noms inconnus, comme un certain Maurice Lagrange, dont j'ai déjà parlé par ailleurs, qui était vraiment l'architecte qui a œuvré aux côtés de Jean Monnet pour créer la Cour de justice de la Communauté européenne. Et je commence à farfouiller sur la biographie de cet homme dont on n'entend jamais parler et je me rends compte que j'ai un ex-pétainiste radical, antisémite absolu, rédacteur du Statut des Juifs sous Vichy et je me dis: «C'est pas possible, c'est cet homme qui a créé la justice de l'Union européenne, la justice européenne». Et en fait, j'ai continué comme ça et je vous assure, petit à petit, j'ai découvert ce genre de personnalités qui se sont agglutinées sans même que j'ai besoin de le chercher et je me suis dit: «Au fond, c'est ça mon livre». C'est une trajectoire, une biographie de ces hommes dont on n'a jamais entendu parler, pour les rendre accessibles et dire à chacun: «Regardez, il n'y a pas besoin de faire du droit, il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin d'être un sachant, il n'y a pas besoin d'être un homme rempli de pseudo-connaissances pour comprendre tout ça. Il faut juste mettre en évidence, mettre en exergue des gens, ces vrais maîtres dont je parle, qui sont des on va dire des gens de l'état profond, hein, des juristes, des administrateurs, des administratifs, des stratèges, des architectes de l'ombre. Tous ces gens qui derrière les Macron, derrière les von der Leyen, derrière les Jean Monnet au début, derrière les Giscard, derrière tout ça, parce qu'il y a aussi de la politique dans ce livre, mais derrière la politique, on voit qu'il y a un arsenal qui a conçu la construction européenne pour la subtiliser au peuple, hein. Ils détestent tous le peuple, ils détestent tous le référendum, ils ont jamais eu envie de démocratie directe. Ça les angoisse, hein, c'est leur grande angoisse, leur grande crainte. Donc on s'aperçoit de ce train de l'Europe, cette espèce de construction presque aujourd'hui inarrêtable, en tout cas on la présente comme ça, qui a été fabriquée par ces gens qui le premier jour savaient parfaitement ce qu'ils faisaient et aujourd'hui savent toujours ce qu'ils font. C'est pour ça que j'ai tendance à dire souvent que lorsque Emmanuel Macron nous vante la souveraineté européenne, vous savez, il en parle tous les 4 matins, il faut que l'Europe soit souveraine.
C'est parce qu'en fait, il veut que l'Europe soit coiffée d'une souveraineté qui permettra une bonne fois pour toutes de verrouiller l'action de ces vrais maîtres de l'ombre, puisque le jour où l'Europe, si elle le devient, devenait souveraine, ça veut dire concrètement que l'Europe serait un État fédéral, un État qui nous empêcherait, nous, Français, d'être souverains, un État qui définitivement nous asservirait. Et je vais vous dire, pour conclure là-dessus, dans les années 60, l'un des premiers à parler de la construction européenne sous l'angle de la souveraineté, une souveraineté européenne et un État européen, c'était Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne et ex-nazi, d'accord? On m'attrape des fois là-dessus, mais pourtant là, dans mon bouquin, il y a toutes les sources sur le sujet, hein. Le dire Wallstein est un type qui, comme par hasard, détestait le général de Gaulle, hein. Quand vous prenez les discours actuels sur un État fédéral européen, une souveraineté européenne, une constitution européenne, c'était le rêve de Walter Hallstein dans les années 60. C'est aujourd'hui le rêve de nos fédéralistes de pacotille qui nous parlent également de souveraineté, d'État fédéral ou de constitution européenne, qui n'osent juste pas dire d'où viennent ces rêves, qui les ont forgés, comment ça a marché et comment on nous a caché la vérité jusqu'en 2026. C'est cette histoire que j'essaie de raconter pas à pas, de façon, je vous le dis, limpide, intelligible et surtout pas réservée à ceux qui ont que ça à faire dans la vie. Il faut faire éclater la vérité, il faut qu'on travaille tous de concert et comme ça, petit à petit, petit ruisseau, j'espère qu'un jour le fleuve l'emportera, par toutes ses énergies conjuguées. Comme on fait ce soir exactement. Exactement. Donc du coup, vous affirmez que les Français se trompent de cible, lorsqu'ils accusent Bruxelles ou la Commission européenne. Donc du coup, qui détient réellement le pouvoir aujourd'hui en Europe et pourquoi cette, réalité reste-t-elle largement méconnue? En fait, parce que le la mont alors c'est une énormément de tendances à travers l'histoire, c'est toute une c'est une longue, c'est un esprit du temps aussi. C'est pas il y a pas il y a les hommes sont là pour, je disais pour les vrais maîtres, hein, pour verrouiller le pouvoir, mais il y a aussi une histoire d'air du temps. Globalement, ce qui s'est produit, il y a d'autres facteurs, mais il y a 2 gros facteurs, c'est que la politique a petit à petit perdu le combat parce qu'elle a été discréditée. On est sorti de la Seconde Guerre mondiale, le politique c'était pas bien, on avait fait des erreurs, Vichy était passé par là, le Troisième Reich aussi en Allemagne évidemment et on a eu l'impression que le politique c'était sale. Le boulot était mal fait, il fallait contrôler le politique. Donc on a créé des organes de contrôle petit à petit pour vérifier que tous ces gens travaillent bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 victoires conjuguées, il y en a d'autres évidemment, il y a vraiment 2 grands camps très victorieux. Premier camp, l'économie, d'accord? On est rentré dans le règne du tout économique, hein, petit à petit, qui finira avec cette cette phrase plutôt célèbre de Bill Clinton qui disait, vous savez, dans les années 90, lorsqu'on lui demandait quel était le problème, il disait: «It's economy stupid», ce qui veut dire que tout est économique, espèce d'imbécile, c'est ça que ça voulait dire. On réglera tous les soucis dès qu'on aura réglé la question économique. Donc, en gros, le monde, la modernité, c'était des flux, c'était de l'ouverture des frontières, la libre circulation des capitaux et des marchandises, la libre circulation à tout crin, et cetera. L'Europe, hein, d'accord, très largement est fondée sur toutes ces ouvertures de capitaux et on s'est dit que la mondialisation heureuse allait l'emporter et que, le tout économique allait régner en maître. Et à côté du tout économique, on a eu le tout juridique. Forcément, puisque le droit, c'est les mécanismes de contrôle. Je disais, s'il faut contrôler le politique, il faut du droit pour le faire, ce qui veut dire des exégètes ou des appliquants du droit, des exécutants, ce qui veut dire des juges. Donc, on a créé du droit, donc des règles en général, de plus en plus de normes, de plus en plus d'organismes chargés de créer de la norme, hein, des commissions, des comités théodules, à n'en plus finir. Évidemment des organismes, je veux dire, à foison, hein, ça fait d'ailleurs un peu référence au nombre d'organismes invraisemblables qu'on a en France. Je ne sais même pas si on serait capable de les recenser encore, hein, qui travaillent pour l'État et à leur tête, des gens qui font du droit et qui contrôlent ce droit et qui appliquent ce droit, les juges. Et ce qui s'est produit, c'est que l'Europe, la construction européenne est née complètement à la congruence, à la conjugaison de ces 2 choses. De l'économie partout, libre circulation des frontières, des capitaux et des marchandises. Donc, faut le dire, j'en parle un peu aussi dans mon livre. Le fait que Bruxelles est devenue la capitale des lobbies, des cabinets de conseil, des avocats, des fabricants et des exécutants de la règle, hein, faut le dire, hein, la construction européenne, à un moment d'ailleurs je le montre bien dans le bouquin, je crois, il y a un moment où on comprend que Bruxelles
est adoré des gens qui font du droit parce qu'au fond, personne n'y comprend rien. Donc, quand vous faites du droit, vous êtes tout heureux de vivre dans votre petit cabinet de conseil ou organisme de consulting, et cetera, parce que au fond, c'est une espèce de petite armée qui a le pouvoir, qui comprend ce dont il est question. Même les politiques sont un peu perdus, on va dire ça comme ça. Et là où le vrai cœur du pouvoir se trouve, c'est ce que je démontre dans mon livre, j'espère en tout cas, c'est que vous avez une armée de gens. Alors au début, ils sont pas nombreux, hein, ils sont quelques-uns en France, quelques-uns aux Pays-Bas, dans les fameux 6 pays créateurs de la construction européenne, hein, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, et cetera. Tous ces gens, quelques émissaires qui travaillent dans les fameuses conférences internationales, hein, notamment pour finaliser le traité de Paris, le traité de Rome, et cetera, et cetera. Et là, vous voyez des négociants, des diplomates, des négociateurs plutôt, qui, eux, comprennent bien de quoi il est question. Et c'est là où, en fait, on ne comprend rien à l'Europe, rien. Des années 50 jusqu'en 2026, hein, c'est toujours la même chose. On comprend rien si on ne saisit pas que parce qu'elle est du droit, elle a besoin d'experts dédiés à ça. Et les experts dédiés au droit au début, il y en a pas tant que ça. C'était encore une époque où on faisait de la politique. Le général de Gaulle était encore un peu là, il sera vraiment là dans les années 60. Et en fait, petit à petit, ces gens se sont sentis déliés de tout. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisaient la matière. Donc ça veut dire que quand vous prenez tous les hommes dont je parle dans le bouquin, je disais Maurice Lagrange, qui est le conseiller de Jean Monnet, hein, un ex-vichiste, un antisémite, un dur, hein, pas un antisémite du samedi soir, hein, un Oui. vrai, hein. Que vous preniez Maurice Lagrange dans les années 50, que vous preniez Michel Godet, qui était le patron de la Commission européenne dans les années 60, que vous preniez Walter Hallstein, président de la Commission européenne dans les années 60, que vous preniez un type comme Marceau Longue, patron du Conseil d'État en France dans les années 80, que vous preniez aujourd'hui Mathias Guillaumard, qui conclut mon livre, qui est l'actuel président de la Cour européenne des droits de l'homme, vous vous apercevez que tous ces hommes, si vous les mettez ensemble sur un segment, c'est ce que moi j'ai fait dans mon livre, sur une espèce de frise chronologique, vous vous apercevez ils ont la même langue, ils ont les mêmes réflexes, ils ont la même grammaire, et les suivants ont accepté de se soumettre aux verrous ou de lever ou de chérir les verrous et le lexique créé par les ancêtres. Ce qui veut dire que vous avez, et c'est ça qui m'a sidéré moi-même quand j'ai commencé à rédiger mon bouquin, que j'ai fini mes recherches, je me suis rendu compte qu'au bout du compte, vous avez tous ces hommes qui se situent exactement dans les mêmes lieux. Je m'explique. Entre Lagrange et Guillaumard, hein, d'accord, je vais vraiment vite là, hein, c'est un peu caricatural, mais pas tant que ça. Vous vous apercevez que la plupart du temps, le premier était l'ancien directeur, ou plutôt le second, ou le deuxième venant, était le directeur du cabinet du premier, que le troisième était lui-même l'assistant du numéro 2, que le quatrième était ami avec le numéro 2, mais qu'il était le directeur de cabinet numéro 3, que le cinquième qui vient après le quatrième, après le troisième, il était de cheville avec le premier, mais comme par hasard, ils circulaient dans les mêmes réseaux, notamment les réseaux européistes, europhiles, etc., où tous ces gens se croisent. Ce qui fait que petit à petit, et c'est tout le boulot de ce bouquin, c'est tout le sel de mon travail, j'espère, et que je n'avais pas vu ailleurs, c'est qu'on se rend compte que le droit n'est pas fabriqué par des gens qui font du droit objectivement. Il n'est pas du tout le fruit d'un travail d'interprétation de la règle. Il n'est pas du tout une volonté objective, vous voyez, de mettre en place un grand système au service de la paix, de la construction européenne, de la paix perpétuelle, de rapprochement entre les peuples. Pas du tout. Il est le fruit d'une petite cohorte de gens qui se sont cooptés, qui se sont choisis, qui ont fait le nécessaire pour que leurs amis suivent leur propre poste, soit à la Commission européenne, soit à la Cour de justice, parfois même au Conseil d'État ou à la Cour européenne des droits de l'homme, et vous apercevez qu'ils se choisissent parce qu'en réalité, ils veulent poursuivre le grand plan qui est fondé sur la destruction des frontières, depuis les années 50, hein. Fini les frontières, fini tout ce qui est carcan, fini tout ce qui est limite. Ça ne les intéresse pas, il faut de l'internationalisme et de la supranationalité. Deuxièmement, fini la France, fini le patriotisme, vive le fédéralisme européen, qui est une espèce de marotte absolue qui se retrouve toujours dans leur tête. Et troisièmement, et j'en finirai avec ça, protection absolue des privilèges, puisqu'une fois que vous travaillez du côté de Bruxelles, une fois que vous travaillez du côté de Luxembourg, à la Cour de justice, une fois que vous avez travaillé, vous avez intégré ces endroits, vous vivez dans une autre planète. Je vous donne un dernier exemple, hein, qui est
Je trouve le meilleur des exemples qu'on puisse trouver, le plus simple, hein, je donne plusieurs exemples dans mon bouquin, mais il me paraît d'une clarté biblique, si je puis dire. Quand vous êtes juge en France, au tribunal de judiciaire de Bobigny ou de Louhans-le-Cuiseaux ou de Toulouse, d'accord? Vous commencez votre carrière, j'ai pas les grilles exactes salariales devant moi, mais vous commencez à 2 000, 2 200, 2 300, peut-être 2 500 € par mois, si vous êtes un grand juge à la cour d'appel et cetera. Alors je vais vous dire, évidemment, c'est très difficile d'y rentrer, mais imaginez qu'un juge à la Cour de justice de l'Union européenne gagne environ, j'ai plus les chiffres exacts, mais entre eux, je crois qu'il gagne environ entre 300 et 400 000 € par an. Ce qui veut dire qu'il gagne par mois, on est dans des 25 000 €, 28 000 € par mois. Comment voulez-vous qu'un juge ou qu'un fonctionnaire qui a intégré un tel monde totalement à l'écart ne puisse pas tout faire pour le poursuivre et pour ramener les siens avec lui? Puisque de toute façon, ce monde en apesanteur vit tellement loin d'un monde quotidien que même pour des raisons bassement mercantiles et pécuniaires, vous n'avez absolument aucun intérêt à l'abattre. Ce qui fait que ces vrais maîtres dont je parle, ils ont évidemment une idéologie commune, hein, je le montre très bien, des années 50 à aujourd'hui, mais en même temps, ils ont aussi des intérêts communs et comme par hasard, ils choisissent bien ils choisissent scrupuleusement les candidats pour les remplacer parce qu'ils savent que c'est ceux qui vont bosser avec eux, qu'ils ont envie que l'idéologie se poursuive et qu'ils ont également envie que ceux qui participent de la même idéologie soient récompensés comme eux. C'est le prix, j'appelle ça souvent le prix de la trahison. Vous rejoignez l'Europe définitivement, vous vous verrouillez à elle, vous levez dans son nouveau cénacle, hein, Luxembourg, et cetera, et quelque part vous y êtes bien. Ce qui a une conséquence dommageable, j'allais dire le vrai dommage lourd est là, ce qui a comme conséquence que dans les instances nationales qui travaillent de concert avec ces instances européennes supranationales, très souvent nos propres nationaux trahissent exactement comme nos nationaux partis à Luxembourg ou à Bruxelles, parce que si vous ne montrez pas patte blanche en France, vous n'aurez jamais de poste là-bas. Ce qui fait qu'il y a des jeux de reconnaissance et des jeux de satisfaction, et ce qui a comme conséquence, je donne un exemple que je disais tout à l'heure, le président actuel de la CEDH, Mathias Guillaumard, juge français, il était d'abord au Conseil d'État et qu'est-ce qu'il a fait au Conseil d'État? Il a tout fait pour favoriser la supériorité des directives européennes sur le droit français. Ça veut dire que lorsqu'il était magistrat français, il œuvrait pour l'Europe et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été loué par ses pairs pour sa grande action au service de l'Europe et désormais, il est président de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a la juste rétribution de son travail au service de l'Europe, déjà quand il était en France. Moi, mon grand combat, c'est de rappeler qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit c'est la France, soit c'est l'Europe. En tout cas, l'Union européenne, c'est pas les 2 à la fois. Mmh. J'aimerais qu'on s'en rende compte parce qu'à force de marcher sur les 2 en même temps, on conçoit un monde totalement fou où on est au service de l'un, mais surtout plus au service de la France. C'est clair, on est bien d'accord. Du coup, vous parlez d'un système qui rend tout retour, en arrière quasiment impossible. L'Union européenne est-elle devenue juridiquement irréversible, même lorsque les peuples expriment une volonté contraire? Alors, ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Le problème, alors je vais vous dire, le verrou suprême, actuel du moins, s'appelle l'état de droit. Là, il faut le dire franco, l'état de droit est un tour de passe-passe absolument criminel. Pourquoi je dis ça? Traditionnellement, et j'ai fait un livre sur l'état de droit plus ancien, peu importe, j'avais aussi voulu un peu dépoussiérer cette notion. L'état de droit à l'origine ne veut dire qu'une chose, veut dire en sorte, l'état de droit, c'était la formalisation d'un système où tout fonctionne par le droit. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est tout ça, vous voyez, on est déjà en train de partir dans des théories, abjectes et incompréhensibles. Ça veut dire que lorsque demain vous recevez un avis d'imposition, d'accord? Ou demain vous avez une contravention sur votre voiture. La contravention qui vous est adressée, qui vous est notifiée potentiellement, qui vous est donnée, qui vous est adressée, cette contravention est prise en vertu d'une règle de droit. Il y a une règle qui autorise l'agent de police à vous donner, à vous délivrer une contravention. Il y a une infraction qui a été caractérisée, vous devez payer une amende, d'accord? L'existence de cette amende, de la contravention, a été prise en fonction d'une règle de droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbitraire. En gros, pour qu'on comprenne, c'est-à-dire que Macron ne peut pas sanctionner quelqu'un parce qu'il n'a pas commis d'infraction.
Voilà ce que c'est l'état de droit, d'éviter l'arbitraire du policier, alors que vous avez rien fait de mal, qui dit: «Moi, j'ai envie que tu payes une amende de 70 €». Ça marche pas comme ça. Ça, c'est l'état de droit. Si maintenant on réfléchit vous voyez, c'est simple, c'est clair. L'état de droit, c'est une règle qui s'applique en fonction de laquelle on vit, en gros, en société. Sinon, il y a pas de vie, il y a que de l'arbitraire, de la tyrannie. L'Europe fait exactement l'inverse. L'Europe nous explique maintenant depuis une quinzaine d'années, c'est son chantage suprême. L'Europe nous explique que la primauté européenne, la primauté de son droit, de tout son droit, les directives, celles-là même qui, comment dire, qui s'imposent aux agriculteurs, hein, qui crèvent de faim, je veux dire, le traité sur le Mercosur, le fameux traité dont personne ne veut parmi les agriculteurs, qui nous obligerait enfin qui nous oblige d'ailleurs, à importer de la viande épouvantable, je veux dire, enfin, en tout cas, des produits qui ne respectent pas nos normes écologiques et sociales venant d'Amérique latine. Donc les traités, les directives, les règlements, les recommandations, et cetera, toutes ces règles, l'Europe nous dit: «Il faut les respecter, parce que si vous ne les respectez pas, ça s'appelle une violation de l'état de droit». Donc on se dit, ben, on n'a pas le choix, en fait, puisque dès que vous contrevenez à une règle européenne, vous contrevenez à l'état de droit, et dès que vous contrevenez à une règle d'état de droit, vous risquez une amende. Donc sanction financière, mise à l'index moral, vous êtes un mauvais pays, vous êtes très, très méchant, et l'Europe va vous sanctionner. Ça, c'est le mécanisme de base qui fonctionne depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, hein. D'ailleurs, dès qu'un pays rêve de s'en éloigner 3 secondes, vous avez la meute qui vient et qui dit: «Attention, je vous rappelle vos obligations, vos manquements, les obligations fixées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, vous n'avez pas le droit d'en sortir». Ce qui a comme conséquence qu'on a somatisé, les gouvernants, qui se sont succédés depuis, les années 70, quasiment tous, et je n'en sauve pas grand monde dans mon bouquin, je vous l'avoue, ont tous intégré ces règles. Ça veut dire qu'ils jouent avec. Ils disent: «On peut pas sortir du droit de l'Union européenne, on va avoir une sanction, on va se faire mal voir, c'est compliqué, le bras de fer est impossible», et cetera. Et je me suis rendu compte en écrivant mon livre qu'on avait une un un épisode historique qui était fascinant. Je vous assure, fascinant. C'est que lorsque le général de Gaulle fait ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. De Gaulle résiste, précisément contre, je parlais de l'ex-nazi Walter Hallstein, hein, premier président de la Commission européenne. De Gaulle a un moment où il ne supporte plus le fait que le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, il parle d'État fédéral européen, il parle de constitution européenne, et il a un discours extrêmement fédéraliste, alors même que c'est à l'époque sous la présidence de général de Gaulle. Qu'est-ce que fait de Gaulle? Il entend, je passe les détails, je raconte tout ça dans mon livre, il apprend un soir les propos extrêmement agressifs du fédéraliste Wallstein, et il dit: «C'est fini, c'est terminé». Il demande à tous ses fonctionnaires supranationaux, hein, à Bruxelles, à Luxembourg, il dit: «Vous rentrez tous à Paris, je veux plus que qui que ce soit traîne dans les institutions supranationales européennes». Donc tout le monde rentre dans la nuit, hein. C'est hallucinant, la décision est prise par de Gaulle en une nuit. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on n'a pas pris l'ombre d'un début d'une décision en la matière. Bref, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'au même moment, le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, produit un avis, donc ce n'est pas contraignant, mais un avis qui est envoyé, une petite note, d'accord, de travail, qui est envoyée au général de Gaulle. Et dans cette note de travail, le Quai d'Orsay recommande au général de Gaulle, c'est retrouvé noir sur blanc. Là, pour le coup, je vous réponds à cette question de tout à l'heure. On m'a mis en doute en disant que je mentais, hein. Plusieurs personnes m'ont dit: «Mais c'est pas vrai, tu fabules, tu es en train de nous raconter une légende, et cetera». J'ai retrouvé la note grâce à un ami qui était difficile à retrouver. J'ai retrouvé une note sur cette fameuse note. Le Quai d'Orsay écrit à de Gaulle en lui disant qu'il n'y a pas de salut et il n'y aura point de salut sans sortie des traités européens. Ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères recommande au général de Gaulle un Frexit. Le ministère ne l'écrit pas comme ça, le mot n'existe pas à l'époque. Mais le ministère dit: «On ne pourra pas se sortir de la pieuvre européenne ou de la grande broyeuse», comme dit, Philippe de Villiers aujourd'hui, si il n'y a pas de sortie pure et simple des traités, c'est-à-dire en fait de Frexit. Tout ça pour répondre à votre question. On s'est mis dans la tête qu'on ne pouvait plus rien faire. On a admis, moi c'est pas mon cas, mais nos gouvernements, nos élites ont admis, parfois par dévotion totale, souvent par admiration sans borne, parfois par traîtrise absolue. Tout le monde s'est mis dans le crâne qu'on ne pouvait pas sortir de quoi que ce soit. Je ne parle même pas du Frexit du tout, hein, je parle juste de désobéir.
d'un droit à la désobéissance. Or, aujourd'hui, si on réfléchit, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait déjà f on pourrait reprendre le droit à désobéir. On serait sanctionné et alors? On aurait des amendes à payer et alors? Je dis souvent: «Est-ce que la commission de Bruxelles va envoyer des huissiers à Paris?» Faut être sérieux, je veux dire, en matière de voies d'exécution, comme on dit chez moi, dans mon métier d'avocat, c'est difficile. Ce qui veut dire que ce bras de fer, il pourrait être joué, mais attention, il peut pas être joué si vous décidez de jouer avec les armes de l'adversaire. Si votre ambition, et il y en a beaucoup comme ça, même parmi les pseudo-désobéissants, hein, si votre objectif, c'est de me dire qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur, vous avez tout faux. Par contre, si l'objectif c'est de s'en foutre de l'Europe et de décider de jouer avec les règles françaises et non pas les règles imposées à Bruxelles, à mon avis, là, tout deviendra possible. Mais il faudra passer pour un mouton noir total. Il faudra clairement qu'on comprenne que vous êtes un ennemi absolu de Bruxelles, hein. Vous ne serez. Faut voir, je fais juste une petite incise, voir la détestation que les élites dans les années 60 avaient à l'égard de De Gaulle. Même les juristes, ils auraient pu le buter. Je veux dire, c'était Mmh. on n'imagine pas la querelle, la dispute, tout le monde rêve de se le faire, hein. S'ils avaient pu le tuer, ils l'auraient fait, hein. Ce qui veut dire que l'homme ou la femme qui n'a pas pour ambition de devenir l'ennemi public numéro un de l'europhilie au sens large, celui qui n'a pas ça chevillé au corps n'arrivera à rien. Il faut accepter de devenir le grand proscrit, le grand banni, le grand méchant, d'accord, le boogeyman, comme on dit dans les films d'horreur, hein, celui qui fait peur à tout le monde. Si vous décidez d'entrer comme ça, les choses deviendront possibles. Si par contre vous y allez en m'expliquant que vous allez demander une petite dérogation et une petite entorse à l'article 312b alinéa 17, je vous assure qu'ils vous feront la peau. Ce n'est pas la peine d'y aller et dans ce cas-là, effectivement, rien ne sera possible. Olivier, Farloni a célébré le vote de cette loi comme celui de l'ultime liberté. Alors elle est dramatique cette formule. Elle est absolument dramatique. Elle est dramatique pour des motifs, si vous me permettez, à la fois, on va dire, dans l'essence même du droit ou de en théorie, j'ai envie de dire, enfin en théorie prise largement, et elle est dramatique pour la loi en tant que telle, techniquement parlant. D'accord? Pourquoi est-ce que d'abord elle est globalement épouvantable à mon sens? Parce que là encore, et ça me permet de faire un lien avec l'une de vos premières questions, on parlait d'état de droit tout à l'heure. Elle est dramatique parce qu'on ne comprend plus du tout ce que signifie un droit ou une liberté. On comprend plus rien. On a petit à petit le monde, je vous disais tout à l'heure, le droit l'a emporté partout. Il y a du droit partout en fait, hein. Vous savez, les mêmes qui se qui comment dire? Qui toute l'année, hein, nous expliquent qu'il faut être anti-américain, que les États-Unis, c'est pas bien, que le modèle du marché, est épouvantable, que Elon Musk est le grand Satan, qu'il faut absolument qu'on coupe le cordon avec l'empire du tout fric américain, en gros, d'accord? Sont les mêmes qui aujourd'hui nous disent que c'est très, très bien le droit à mourir, pas de problème, c'est formidable, il faut aller plus vite. C'est une liberté, l'ultime liberté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le modèle de ce fonctionnement de ce qu'on appelle l'état de droit, ce qui est devenu l'état de droit, c'est devenu une machine chez nous à créer des libertés, à créer des droits. On a eu on avait Je ne dis pas que l'homme ne doit pas être libre. La liberté est un socle fondamental et je fais partie de ceux qui rappellent que la liberté, notamment la propriété privée, la liberté individuelle, constituent des matrices que nous avons. La liberté de disposer de son corps, également, constitue des matrices qui figuraient dans les grands textes et les grandes déclarations dans l'histoire. Donc, qu'on vienne pas me dire que je suis un type qui rêve d'abattre les libertés, tout au contraire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 50 ans, globalement, 60 ans, c'est une grande évolution un peu irrépressible. On a confondu ce que j'appelle souvent les droits grégaires, les vrais droits primitifs, quelque part les libertés socles, sans lesquelles on ne peut pas vivre en société, les grandes libertés, le grand mouvement historique, on les a confondus avec le catalogue des droits et libertés qui est devenu cette espèce de catalogue qu'on n'arrive plus à arrêter. Je vous donne un exemple. Si vous prenez désormais, depuis les années 50, l'état de droit à la française, vous avez des droits comme le droit à la paresse, le droit au bonheur, le droit à jouir paisiblement de plein de choses. Vous avez également le droit le regroupement familial, qui est le fameux droit reconnu au bénéfice des étrangers, enfin des immigrés depuis les années 70 sous l'égide du Conseil d'État, peu importe.
Ce que je veux dire par là, c'est que la question n'est pas d'être pour ou contre ces droits, c'est que tous ces droits se sont agglutinés, additionnés dans un catalogue monstrueux à un point tel qu'on n'y comprend plus rien. Et au bout de ce catalogue, ce que nous dit Olivier Falorni, c'est qu'il nous dit, je veux dire, c'est un membre de la représentation nationale. C'est pas rien. Je veux dire, c'est un membre du Parlement qui nous dit ça. Il nous dit, c'est l'ultime liberté. Ce qui veut dire que dans ce catalogue dont je vous parle, le droit à mourir devient la liberté, la dernière des libertés de ce catalogue irrépressible qu'on, dont on a rajouté des pages et des pages, décennie après décennie. Là, moi, j'y vois un vrai problème. Premier problème, j'ai envie de dire, parce que si l'état de droit a comme finalité le droit à mourir, ça voudra dire quand même, si on réfléchit un peu, que le but, le caractère presque finaliste de l'État, c'est de permettre d'assurer la mort de ses citoyens. Je ne dis même pas qu'on ne peut pas discuter en pratique d'aménagement, je ne suis même pas encore là-dessus. Je dis simplement qu'en matière théorique, c'est d'estimer que la fonction finale de l'État, c'est d'assurer que chacun ait sa dose létale. C'est un vrai problème de compréhension de ce que veut dire l'état de droit, les libertés et l'État en général. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, et alors là, c'est l'évolution, là, c'est peut-être plus subjectif, hein, si vous me permettez. L'évolution peut-être de la société qui veut ça. Je ne dis pas que quand j'entends le mot État, je sors mon revolver, tout de même pas, mais je me méfie grandement. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il faut bien comprendre, je ne rentre même pas dans le détail de la loi. Je suis encore dans la prise en général de ce que signifie une telle loi. Les gens nous disent, notamment ceux qui me critiquent ou ceux qui critiquent en me disant que je suis, certains me disent, un obscur réactionnaire totalement hostile à toute évolution sociale ou sociétale. Je dis non, c'est pas la question, c'est même pas la question. Si vous dites au juge, à l'État, mais au juge ensuite, qu'une loi dépendra des conditions d'ouverture et d'application d'une loi, ça veut dire que vous mettez dans les mains d'un juge, donc de la jurisprudence, le choix de mettre en place les conditions d'application d'une loi. Ça veut dire qu'au moment même où la loi sera en application, elle sera, si vous voulez, dans les mains des juges qui, en fonction des cas, vont juger petit à petit. Donc ça veut dire que, et ça on m'expliquera ce qu'on veut, ça fait des décennies que ça fonctionne de la même façon. C'est tout le temps pareil. Ça n'a jamais changé. Dès que un juge a la faculté d'ouvrir et qu'à un moment il y a une digue qui saute, on ouvre un peu plus. Ce qui veut dire que lorsqu'on légifère sur la fin de vie et qu'on me dit non, non, mais il y aura des garde-fous, il y aura on va bien vérifier les hypothèses dans lesquelles on ouvre ce droit. C'est pas ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de problème, vous verrez. Ce n'est que pour les gens en situation extrêmement limite qui n'ont finalement que quelques semaines ou mois à vivre. Il n'y a pas d'autre choix que ça parce que le droit est ainsi fixé. Je dis attention. Parce que dans la minute où la loi est votée et qu'on oublie, qu'on ouvre un tout petit peu ses conditions d'application, le juge va les ouvrir davantage. Et en plus, je finis juste ce deuxième point, si vous regardez les pays comme le Canada qui le pratiquent déjà, ce droit à mourir, vous apercevez que de plus en plus, on réclame ce droit à mourir dans des conditions pour l'ouvrir davantage qu'avant. Ça veut dire que la pression sociale, la volonté de considérer comme un droit acquis et la faculté du juge de l'ouvrir donne naissance à une sorte de droit qui va toujours plus avant. C'est la fonction même de ce progressisme finaliste sous l'égide duquel on vit depuis des années. Et alors, troisième point, je vous avoue qu'au début, j'étais passé, je ne suis pas un... Là, je vous raconte ma vie ce soir, vous m'excusez, je le fais rarement, mais des fois, il faut demander d'où on parle, hein, la fameuse question d'où je parle. Je ne dis pas du tout que je m'intéresse pas à des questions comme la fin de vie, naturellement, en plus pour des raisons personnelles. J'ai eu quelques cas de conscience dans ma propre famille, vraiment, où j'ai pas vu ça de loin, mais des gens qui sont morts chez moi, je veux dire, à domicile de mes parents. Bon, j'étais plus jeune, enfin, pour l'un des 2, j'avais 30 ans, hein, donc j'étais pas si jeune que ça. Donc j'ai vu quelqu'un partir dans des conditions extrêmement rudes sur plusieurs mois, voire même 2 ans. Donc vous voyez le corps décharné, vous voyez la maladie le saisir et vous avez la question de la fin de vie qui vous saute à la gueule Mmh. parce que tous les jours la question se pose. Donc je n'ai pas du tout une absence de sensibilité en la matière, c'est pas le sujet. C'est que par nature, j'ai plutôt
l'envie et la volonté de travailler des questions essentielles, enfin, c'est aussi essentiel évidemment, mais bien évidemment, mais je passe moins par le prisme individuel que par le prisme collectif. Ce qui m'intéresse en droit, moi, c'est la France, le référendum, le peuple, toutes ces grandes questions qu'il faut absolument qu'on traite pour refaire société ensemble. Absolument. Parce qu'en fait, on nous disloque les uns les autres. Le pouvoir et nos vrais maîtres dont je parlais ont créé une société où en fait, plus personne ne dialogue avec personne, où les gens vivent dans des couloirs, on est tous atomisés, on vit tous un peu chacun de son côté et vous avez, telle personne qui parle dans sa chaîne YouTube, je veux dire la France 2 qui va parler à une frange de la population qui sont les retraités, en fait, plus personne ne parle ensemble. Donc moi c'est ma façon de concevoir les choses. Maintenant, du coup, je me suis dit: «OK, je suis moins, par de fibre personnelle, je n'ai pas immédiatement jeté un œil sur la loi, sur la fin de vie de façon détaillée» et puis je suis allé voir et quand je suis allé voir cette fameuse loi, je vous cache pas, les bras m'en sont tombés. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ça. Je pensais honnêtement. Vous voyez, je suis encore naïf et pourtant ça fait j'ai 5 bouquins et j'ai des tribunes et des tribunes contre le macronisme et je parle de ça, du macronisme, de la destruction de la France sous Macron, de la dissolution invraisemblable de Macron, de la puissance de l'Europe qui fait la loi sans nous et ça, j'en parle tout le temps. Mais je me rendais pas compte de l'arme nucléaire qui était la loi sur la fin de vie. Cette loi-là. Je m'explique pourquoi. Parce que, bon, 1re chose, elle vient d'être votée en plein été, ce qui veut dire que on se retrouve dans une situation où on en parle assez peu finalement vu ce qui s'y trouve parce que le 15 juillet, vous n'aurez jamais naturellement la même audience médiatique sur une telle loi que, je sais pas, qu'à la rentrée, d'accord? La Fran Comme on disait à l'époque, on disait: «L'été, la France s'ennuie», hein, donc on passe à autre chose. Il y avait la coupe du monde, bref, tout ça. Mais surtout, deuxièmement, parce qu'il faut aller voir le détail technique de cette loi. Elle est hallucinante cette loi. D'une part parce que dans la plupart des configurations, il y aura pas de contrôle de la volonté du médecin de la pas de la volonté, de l'acceptation par le médecin de donner la mort. Donc si vous réclamez la mort auprès du médecin, il a 2 jours, il y a un délai de rétractation de 2 jours, hein. Mais en 2 jours, il y a un dialogue entre le patient et le médecin. Si la mort est réclamée, elle doit être administrée. Dans un ensemble de configurations, le médecin n'a aucune obligation d'information, encore moins de consultation. Ça veut dire que vous donnez la mort à une personne qui le réclame, je suis d'accord, mais la famille, en gros, on s'en fout. Un organisme de contrôle, il y en a presque pas. La saisine d'un juge, il y en a pas du tout. Il y a même pas de juge, je veux dire, on saisit personne. Donc ça veut dire qu'on ouvre un droit à mourir alors c'est vrai, à ce stade, comment dire? Au bénéfice de personnes qui souffrent d'affections, extrêmement graves et qui sont en fin de vie et cetera, en tout cas qui vont très mal, on va dire ça au sens large du terme, je suis un peu rapide, mais dans des conditions telles que demain, il est presque programmé et écrit que ça va déconner. Parce que si au début, vous ne mettez aucun garde-fou, si vous dites que le délai de rétractation, c'est 48 heures, si vous dites qu'il y a pas de saisine d'un juge, si vous dites qu'il y a pas d'obligation de consultation, si vous dites que même pour les majeurs sous tutelle ou sous curatelle, des gens qui peuvent pas signer un chèque, il n'y a pas d'obligation d'informer la famille ou même le tuteur ou le curateur de ce que le patient a réclamé, on se retrouve vers l'organisation d'un droit qui est totalement ouvert et qui bénéficie à la personne, certes, mais sans qu'il y ait le moindre contrôle et garde-fou. Or, combien de personnes, et ça c'est documenté, c'est attesté, combien de soignants en parlent, combien de personnes, même dans des conditions effroyables, parfois changent d'avis, parfois ont besoin de réfléchir, parfois se disent, parce que les soins palliatifs font leur travail, par exemple, se disent: «Je reste un peu plus longtemps que prévu, j'ai besoin de ma famille». Je vais vous raconter juste là, je suis désolé parce que tout le monde a joué à ça depuis des semaines. Je vais vous raconter mon histoire. Je l'ai jamais fait. Je déteste faire ça, je le fais. J'ai quelqu'un de très proche qui est décédé. Après, je vous disais 2 ans de combat. 2 ans. À l'époque, évidemment, pas de loi sur la fin de vie ni quoi que ce soit. Le corps, je vous disais, meurtri est resté et c'est quelqu'un, je vais vous dire, c'était ma grand-mère, je veux dire et pour plein de raisons, j'ai vécu avec elle, hein, donc je c'est pas quelqu'un que je voyais théoriquement 2 fois par an, vous voyez à Pâques ou à Noël. Vous vivez avec, la pièce d'à côté. Donc vous voyez exactement la famille qui s'en occupe, qui prend en charge, les parents qui sont présents et j'ai vécu ça beaucoup plus tôt, déjà avec mon grand-père, donc 2 fois d'affilée à la maison dans des conditions familiales, vraiment. Pas d'hôpital ou presque pas, pas d'EHPAD, rien du tout, maison. Pourquoi je dis ça? Parce que après un calvaire pour elle extrêmement long,
le médecin de famille m'a dit, je me rappellerai toujours, m'a dit: «Elle va bientôt décéder», elle était âgée et il m'a dit: «Elle va s'éteindre comme une flamme en quelques jours, parce qu'elle n'est presque plus alimentée». Parce qu'on n'a pas d on ne pouvait pas évidemment donner la mort, on l'aurait certainement pas fait de toute façon, donc on a attendu qu'elle s'arrête et je vais vous dire ce qui m'a changé et d'ailleurs, j'ai changé également parfois parce qu'on a des épisodes comme ça, des expériences concrètes. Elle était censée mourir rapidement et le corps a duré p le l'instinct vital a tenu, la pulsion vitale l'a fait tenir plus de 2 semaines, sans être alimentée. Ça veut dire que cette personne dont on m'a dit: «Elle va mourir dans un délai extrêmement bref parce que c'est la fin n'était toujours pas là. Ça veut dire que lorsqu'on m'explique qu'on peut déterminer avec certitude le moment de la fin, que la personne l'a vraiment voulu, qu'elle l'exprime, que le médecin au fond ne fait que l'enregistrer, que ce sera plus simple comme ça, parce qu'on le sait, parce qu'on a compris, parce qu'on a le consentement, je dis: «On ne sait jamais vraiment». On atterrit dans un territoire où il y a un inconnu incroyable, où il faut laisser du doute, du temps, de la de la non-certitude, de la vie qui reste encore et vous m'expliquez que tout ça, vous allez légiférer, qu'on n'aura pas de contrôle de juge, qu'on n'aura même pas l'information de la famille, qu'on consultera presque personne, qu'il y a aucun organisme de contrôle et qu'on entre dans ce nouveau monde ainsi. Je dis simplement, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire laisser le droit régenter au nom du progrès, parce qu'on ne sait jamais où exactement on va, on sait comment on ouvre, on ne sait jamais comment ça finit. C'est l'éternelle question et en même temps, vous savez, et là je finirai avec ça, c'est aussi mon combat et pourtant je suis avocat et je fais tous ces bouquins, j'ai fait ma thèse et j'enseigne le droit, je devrais pas dire ça, mais je le dis tout le temps. Il y a des domaines où il ne faudrait pas que le droit aille, tout simplement. Il y a des domaines où la vie n'est pas une catégorie juridique. Il y a des domaines où la zone grise existe. Il y a des domaines où il faut encore, vous savez, de la souplesse, de la tolérance, des endroits où ça vit et ça se fait sans qu'on ne passe par une règle, une norme, une application bête et méchante de la saisine d'un juge. La vie excède le droit. Le droit est devenu aussi monstrueux parce qu'il intervient partout, dans votre chambre à coucher, au fin fond de votre lit, maintenant jusqu'à votre lit de mort. Il faut des zones sans droit. J'essaye de militer pour ça dans tous les domaines, dans plein de domaines qui m'intéressent. C'est là où le bas blesse et c'est ce qui demain, à mon avis, dans cette loi-là, va poser encore plus de problèmes. Je vous suis aussi parce que, moi aussi j'ai eu une proche, dans la même situation que vous et donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est délicat d'aborder ce sujet. Justement, quand une société, présente le suicide assisté comme un progrès, n'avoue-t-elle pas son propre désespoir? Il y a 2, il y a c'est pas les seules phrases prononcées, mais il y a 2 phrases sur ce sujet précis qui m'ont sidéré. Alors je sais qu'on vit désormais, vous savez la fameuse phrase de Camus, «Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde», hein, on la cite souvent. Mais là, mal nommer les choses je veux dire, m'a heurté tellement que j'ai dû arrêter. J'étais en voiture, je suis tombé dessus par hasard à la radio, j'ai tout arrêté et j'ai repris, en me disant: «J'ai pas pu entendre ce que j'ai entendu». Premièrement, vous aviez, je crois que c'est un député ou un sénateur macroniste, ça change pas grand-chose, hein, qui est médecin de formation, médecin. Donc il est soumis au serment d'Hippocrate. J'ai mon serment, moi, d'avocat, il a son serment d'Hippocrate, qui a réussi à dire en plein épisode de canicule le mois dernier, qui a dit: «Cette loi va dans le bon sens. Il y a des vieux, des personnes âgées qui sont chez elles et qui ne bénéficient pas de la clim et qui vont très, très mal. Pour eux, cette loi va dans le bon sens». Ça veut dire qu'il nous disait froidement, sans le dire tout à fait, en somme, il y a des personnes âgées sans clim, autant qu'on puisse mettre fin à leur jour. Je suis désolé, froidement, c'est ce que ça signifie. Il faisait un lien entre canicule, conditions d'habitation et avancée grâce à la loi. C'était invraisemblable. Je veux dire, comment on peut dire un truc pareil? Je comprends même pas comment on peut en arriver là. Ça veut dire qu'il s'imaginait que le progrès, c'était de liquider des personnes âgées en détresse à cause de l'absence de clim et de la canicule qui secoue la France. C'est pas les conditions d'habitation, c'est pas l'espace hors thermique, c'est pas la clim inexistant, c'est pas la politique gouvernementale. Non, non, non. C'est la canicule qu'on va régler grâce à la loi sur la fin de vie. C'est monstrueux. Et c'est cool, c'est dit comme ça, asséné, c'est monstrueux. Et la deuxième phrase qui m'a absolument sidéré,
c'est aussi dans le camp macroniste, mais j'ai oublié qui a dit ça pour le coup. Je crois que c'était, mmh, soit un membre du gouvernement, soit un porte-parole, quelque chose comme ça de la Macronie qui a dit que, il se réjouit que la loi discutée soit une loi inclusive. Alors je me suis dit: «Inclusive, qu'est-ce qu'on est en train de dire par là?» Et ça signifiait que cette loi peut s'appliquer à toute personne en fin de vie qui est dans des conditions épouvantables, qu'elle soit évidemment homme, femme, mais même jeune, vieux, pas vieux, et cetera. Ça veut dire qu'on estime réjouissant et inclusif, réj comment dire? De façon glorieusement inclusif, que la loi profite à tout le monde. C'est-à-dire qu'on se réjouit que tout le monde profite d'une loi sur la fin de vie. Je ne dis pas même pas par là qu'on n'a pas le droit d'ouvrir le débat. On ne peut pas se réjouir de ça. La fin de vie elle-même est une épreuve, est une douleur, évidemment d'abord pour soi et pour les autres. Donc ça veut dire pour vous répondre que là, on voit le retournement à la fois philosophique et pratique et juridique des choses. Au lieu d'avoir on disait traditionnellement que pour toucher à la constitution, il fallait le faire d'une main tremblante. Vous voyez? Qu'il y a des choses qu'on ne fait pas hâtivement, on réfléchit, on y va. Vous savez, des fois, avec quelques virgules, on réforme, on révolutionne beaucoup de choses, pas tout casser. Il faut se méfier des grands révolutionnaires qui vous disent: «On fait une loi, on va tout modifier, c'est formidable» et cetera. Et là, on est en train de nous dire: «C'est génial, c'est progressif, c'est progressiste, c'est inclusif, ça profite à tout le monde, y compris sans vraiment qu'on soit vieux ou jeune, profitez-en tous». Vous voyez, c'est ouvert à tout le monde, c'est le prise unique du droit, d'accord? C'est le supermarché du droit ultime, l'ultime liberté. Ça veut dire que le progressisme est devenu pour moi une machine de mort. Et c'est logique, puisque le progressisme est à la fois devenu déconstructionniste, hein. Ça, c'est la grande entreprise depuis les années 60-70. C'est l'ère du soupçon. On déconstruit tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Plus de mythes fondateurs, plus de mythes qui nous ramènent ensemble, qui nous fassent vivre en communauté. On a détruit les mythes. Le droit a détruit les politiques, petit à petit. Contrôle, normes, règles partout. Donc, on ne peut plus avoir de politique qui s'élève pour critiquer. Et en plus, on a remplacé la vie par des normes qui viennent nous dire ce qu'on a le droit de faire, pas faire dans tous les domaines de la société. Et résultat des courses, maintenant, même la mort, je veux dire, est régentée par ce droit qui va ouvrir de plus en plus le droit à réclamer de mourir et à dire à l'État: «J'ai le droit moi aussi de mourir puisque je me sens, je veux dire, je me sens vers la fin de ma vie». Vous voyez que cette entreprise générale, c'est une entreprise de déconstruction, vieille entreprise de mise en doute. C'est une entreprise donc de déconstruction. C'est une entreprise de mise en doute perpétuelle de tout. C'est une entreprise de destruction du peuple, hein. Ça fait très longtemps que les normes interdisent les référendums, l'appel au peuple de plus en plus, et cetera. Et au niveau individuel, c'est au nom des libertés, de l'ouverture aux libertés, c'est une entreprise de relativisme. On relativise tout, tout se vaut perpétuellement, toutes les libertés se valent. Et dans un monde où toutes les libertés sont ouvertes et se valent, au fond, l'ultime liberté, ça s'appelle le droit à mourir, la fin de vie, d'accord? Voilà comment on en arrive à des phrases aussi invraisemblables et à des gens qui se réjouissent, pardonnez-moi, d'être parvenus à l'ultime liberté. Comme le disait Olivier Falorni, on est dans un monde qui se retourne littéralement sur lui-même. Vous savez, pour finir là-dessus, c'est un monde, au fond, c'est un monde qui est marqué par le signe du diable. C'est-à-dire le caractère diabolique d'un monde, vraiment au sens étymologique du terme, c'est le monde qui dit exactement le contraire de lui-même. Il a le Mmh. visage de soi, mais il est tout autre. Il a le visage de ce que je connais, mais il est devenu l'inquiétant étranger. Au fond, Ouais. ce monde a notre visage, mais il est en train littéralement de devenir diabolique. Il nous fait devenir l'exact contraire de ce que nous sommes, tout en ayant l'impression d'utiliser notre grammaire, nos usages et nos lexiques. C'est peut-être le pire encore, c'est qu'on ne voit pas l'œuvre du diable qui se cache derrière les attributs qui sont les nôtres. Le principe de dignité humaine, peut-il encore protéger la vie face à cette, nouvelle législation? Voilà, là vous posez la question, on parlait de l'œuvre du diable à l'instant, vous parlez de la question qui tue. À l'origine, il y a pas si longtemps, hein, je reviens pas de 2000 ans en arrière, hein. Quand on est sorti des camps de concentration et de l'épreuve de la Shoah, lorsque l'humanité a pris conscience de la de la porosité du politique qui est capable de tout enregistrer, de tout accepter, d'accord? Comme le régime nazi l'a imposé de l'intérieur, c'est une petite vérole, hein. Je dis souvent,
l'État nazi est un État de droit, formellement parlant. Parce qu'en fait, l'État nazi, c'est le régime nazi, c'est je prends les armes de l'État allemand et je le perfore de l'intérieur, je le vérole, je le corromps. Donc j'en modifie les règles tout en conservant le carcan général, si vous voulez. Donc on est sorti de cette entreprise folle et du trou noir de la Shoah avec un traumatisme général qui était le droit ne protège personne. Au fond, le droit a permis des expérimentations sordides du genre, je vous donne un exemple technique précis, sous le régime nazi, le droit permettait de tolérer, et les juges l'ont permis, les juges évidemment nazis, les juges allemands, accepter qu'on ne puisse pas, sous certaines conditions, vendre un juif, parce que le juif n'est plus qu'un objet. Ce qui veut dire qu'on a complètement corrompu le droit en disant il y a des vrais sujets, entre guillemets, allemands, nazis, et il y a des faux sujets qui n'ont plus vraiment de droit, qui sont les juifs. Ce qui veut dire qu'il y a une entreprise de corruption du droit. Qu'est-ce qui a été l'antidote au sortir de la guerre? C'est qu'on a créé des mécanismes de protection de l'individu. Logique. En disant, si on n'a pas assez protégé l'individu, faut envisager des règles pour le protéger. Et en premier lieu, on a inventé ce que les Allemands ont appelé dans leur constitution au sortir de la guerre, pour ne plus jamais revivre leur traumatisme et le régime nazi, ils ont appelé ça la Menschenwürde, qui signifie littéralement la dignité humaine. Et la dignité humaine dans la constitution allemande, elle est tout en haut. D'accord? Il y a même une clause d'éternité, si je puis dire, on ne peut pas revenir sur la dignité humaine. Elle est intangible, inviolable, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on a fondé le droit, une grande partie du droit, notamment des droits de l'homme, des droits subjectifs, des droits individuels, sur la notion cardinale de dignité humaine. Et dans cette dignité, il y a plein d'aspects qui en rentrent en ligne de compte, notamment, mais pas que, le concept de libre disposition de son corps. Je ne peux pas en faire n'importe quoi, mais en même temps, j'ai le droit, moi, de refuser toute forme d'expérimentation, d'utiliser mon corps comme on l'entend, puisque précisément, je suis un sujet libre, je bénéficie de cette protection-là, et j'ai le droit, au nom de la dignité humaine, que l'État ne fasse pas n'importe quoi de moi. C'est logique. Encore une fois, c'est un retour, c'est une réponse à la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est fascinant, je ne dis pas que c'est exactement du même tonneau, mais ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a énormément intéressé. Lorsque le Covid a frappé, on a eu et on était peu de juristes, parce que beaucoup ont baissé pavillon, très, très vite. Ils ont dit: «C'est très bien, il faut aller vite, formidable le traitement du Covid, le gouvernement nous veut le mieux», et cetera. J'ai découvert, tout d'un coup, il existait un monde dans lequel la liberté d'aller et venir avait disparu en 3 jours. Liberté d'aller et venir, il y en avait plus, on sortait plus de chez soi. La liberté d'entreprendre avait disparu. Toute toute une galerie de gens se sont rendus compte qu'on pouvait plus ouvrir leur commerce, que le commerce était fermé, qu'il était soumis à des dérogations, qu'on ne pouvait plus travailler, et cetera. Et en fait, on a mis un temps fou à sortir de cette cloche, durant laquelle on a considéré que certaines libertés n'avaient guère d'intérêt, au fond, qu'on n'avait qu'à attendre. C'est pas grave. Alors on nous a dit: «Il y a le quoi qu'il en coûte», et cetera. Emmanuel Macron a arrosé la France de milliards. Aujourd'hui, on a une dette abyssale. Je veux dire, il y a aussi cette période, pas que, mais bon, bref. Donc on paye le prix de cette période. Pourquoi je dis ça? Parce que, tout d'un coup, on en est venu à une situation absolument, pour moi, le clou du spectacle, qui était le clou d'un cercueil, c'était le moment où tout d'un coup, il fallait un pass sanitaire pour aller au restaurant. Je ne suis même pas, on peut pas me targuer d'avoir parlé de vaccination, j'y comprends strictement rien, c'est pas mon objet premier. Je me suis jamais placé d'un point de vue d'un tel point de vue. Je me suis juste dit à l'époque: «On est en train de trier les gens en fonction d'une liberté qui pourtant, normalement, devrait être totale et absolue. Liberté de sortir de chez soi, liberté d'aller dans un restaurant, liberté d'aller au cinéma, liberté d'aller où vous voulez au théâtre, et cetera, est devenue tout d'un coup une liberté sous condition. Il fallait un code barre pour sortir de chez soi, prendre le métro, aller au restaurant, et cetera. Ça, je me suis dit à l'époque, nous sommes entrés dans un nouveau monde. Il y a des libertés qu'on peut rogner, des libertés qui valent moins que d'autres, et en même temps, à l'époque, des libertés New Age, si je puis dire, qui montaient en flèche, qui était la liberté de changer de sexe. Parce qu'au même moment, c'était intéressant médiatiquement, au même moment où tout d'un coup, la liberté de changer de genre, avec cette espèce de, ce qu'on appelle le mégenrage, et toutes ces questions de transsexualité, ou de questions trans, venaient perforer la société, au même moment où on nous expliquait que c'est logique d'avoir un code barre pour sortir de chez soi, si on n'a pas le pass sanitaire. C'était fascinant, ce monde où il y avait des vraies libertés, ou des bonnes libertés,
socialement acceptables et des mauvaises libertés qu'on pouvait passer sous silence. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai vu la loi sur la fin de vie venir, cette énième loi, au moment même où Emmanuel Macron est au crépuscule de son second mandat, où il a, faut le dire, une cote de popularité qui est très mauvaise, où il a pas vraiment de majorité, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, où il a créé les conditions d'un chaos parlementaire, résultat de sa propre dissolution du Parlement, de l'Assemblée, que personne n'a compris. On n'a toujours pas compris qu'est-ce qu'il allait vraiment faire avec cette dissolution ubuesque, ratée et incompréhensible. Dans ces conditions, dans ces conditions, on vote en plein milieu de l'été une loi qui est mal rédigée, qui est ni fait ni à faire, dans les conditions, je disais tout à l'heure, d'ouverture à l'accès à certaines modalités, on va dire, sont invraisemblablement mal protégées, mal écrites, mal rédigées. Tout ça s'est fait dans ces conditions-là, alors que cette liberté est présentée désormais, comme le disait tout à l'heure Olivier Falorni, comme l'ultime liberté, je veux dire l'ultime liberté au sein de notre état de droit. Ça veut dire qu'il y a quelques années, certaines libertés, on s'est assis dessus en 3 minutes, mais que par contre la liberté de demander à l'État de nous donner la mort, donc la liberté de cette liberté-là serait le socle suprême de la France en 2026, l'étape ultime du progressisme dans lequel nous vivons. Si on ne se rend pas compte de la folie de ce type de construction, du caractère totalement paradoxal et contradictoire de ce monde, je ne sais pas quoi faire. Vous savez, de plus en plus, je me dis, il faut juste revenir aux anciens. Quand on lit nos anciens, quand on lit nos ancêtres, quand on en revient à des sources claires, lorsqu'on reprend le sel de ce qui faisait une société qui fonctionnait, on se rend compte du caractère absurde, suicidaire et criminel de ce genre de paradoxe. Je ne suis Mmh. pas le seul à le dire, mais je vous assure que pendant le Covid, on n'était pas si nombreux au début à tirer la sonnette d'alarme, et je vois quand même que sur la fin de vie, certes, certains montent au créneau, mais en ce mois d'été, enfin en cet été 2026, on ne peut pas dire qu'il y a franchement une levée de bouclier générale. Voyez-vous un fil conducteur entre l'IVG, la PMA, le GPA et l'euthanasie? Alors, j'ai trouvé, je le dis tout de suite parce que, ça permet de clarifier des fois des positions. Je disais tout à l'heure d'où on parle. Je ne suis pas un, comment dire? Je ne suis pas un ultra conservateur de naissance. Je m'explique. Je vous parlais tout à l'heure, là je raconte ma vie, mais je parlais tout à l'heure de ma grand-mère qui est décédée dans des conditions, mon grand-père aussi. J'ai connu 2 fins de vie très compliquées, une quand j'étais gosse, j'avais 12-13 ans, et l'autre quand j'avais, 30 ans. Très différent. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens d'une famille où j'ai une grand-mère qui était protestante, ma mère est protestante, et c'est les protestants sont dans le siècle. Ils vivent dans le siècle. Ils réfléchissent en fonction de la modernité. Ça veut dire que je viens d'une famille française traditionnelle, mais en même temps où j'ai une aile catholique. Vous voyez, j'ai un une petite voix catholique qui parle au fond de moi et une petite voix protestante. Le tout est un peu mélangé. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que je ne suis pas du tout venu d'un monde où l'Église, m'apportait les réponses aux questions que je me pose. Du tout. Du tout, du tout. Donc je n'aborde pas les questions de cet angle-là. Je ne méprise en rien cette façon de voir les choses. Je pense que toute forme de mythologie, et mythologie dans ma bouche est un mot absolument fondamental, peut-être le plus important de tous, peut-être. Je pense que toute mythologie nous ramène nous permet d'évoluer dans la vie, vous voyez, d'avoir des certitudes, une conscience du monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu, sans aucune forme d'a priori, j'ai lu comme ça, avec beaucoup d'intérêt, le dernier livre avant qu'il ne meure, de Patrick Buisson. Patrick Buisson, qui était le fameux conseiller politique de Nicolas Sarkozy et qui était un essayiste, un historien de longue date. Son dernier livre, c'est Décadence. Décadence, non pas décadence DENCE, mais décadence comme une danse, puisque c'est le titre d'une chanson de Gainsbourg qu'il reprend. Et dans Décadence, Patrick Buisson propose une lecture très intéressante des travaux préparatoires de la loi sur l'IVG à l'époque de Simone Veil. Donc des conditions dans l'époque dans l'école, dans des conditions dans lesquelles on a discuté et légiféré l'IVG à l'époque. Et vous vous apercevez, c'est fascinant, qu'en fait, oui, il y a un camp du progressisme qui s'imagine que l'IVG c'est formidable, et cetera. D'accord? Mais il y a surtout 2 problèmes, 2 vrais problèmes. Premièrement, sur les morts par faiseuse d'anges.
c'est-à-dire ce qu'on appelait les faiseuses d'anges, c'est-à-dire à l'époque, vu que l'IVG était interdite, vous avez des avorteuses en quelque sorte qui faisaient le travail dans des conditions épouvantables, ça c'est clair, au niveau de l'hygiène et cetera et donc l'IVG, la légalisation de l'IVG, c'était pour sortir les femmes d'une détresse due, d'une part, à la difficulté à l'époque de vivre sa grossesse de cette façon-là et d'aller voir les faiseuses d'anges et Buisson écrit très bien qu'une quantité astronomique de chiffres de femmes mortes, eu égard aux conditions des avortements illégaux, étaient totalement truqués. C'est-à-dire qu'on a gonflé le nombre de chiffres pour dire aux Français: «Regardez, il y a des dizaines de milliers de femmes qui meurent chaque année, vu les conditions dans lesquelles ces avortements clandestins se font, il faut une loi». Ces chiffres étaient largement truqués. Il faut les revoir largement. Je ne dirai jamais que la mort d'une femme n'est pas un désastre dans ces conditions-là, naturellement. Mais vous voyez, c'était une façon de rajouter de l'urgence pour légiférer et légaliser l'IVG. Ça, c'était quand même, c'est pas inintéressant. Et alors surtout, ce qui est intéressant, c'est quand vous vous apercevez que certains le font, non pas tant pour protéger les femmes ou pour le droit des femmes au sens vraiment d'une protection individuelle. Ils le font parce qu'ils veulent une révolution sociale. Ils veulent changer la société. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une femme émancipée, mais émancipée pas dans le sens où on l'entend traditionnellement, qui est un sens parfaitement louable, admirable. Je veux dire, je n'ai pas de sœur, personnellement, j'ai un frère. Si j'avais une sœur, mes parents lui auraient tout de suite dit: «Fais des études longues, émancipe-toi, assume-toi, travaille, sois une femme libre». C'est évident. Mais à l'époque, l'émancipation, elle était justifiée pour quoi? Parce qu'une femme libre, elle travaille, donc elle est une puissance de consommation. Elle pourra avoir son salaire, donc elle pourra consommer. Elle deviendra un agent économique. Elle devait sortir du giron familial, non pas juste pour s'émanciper, pour se réaliser, mais pour devenir un agent de l'entreprise de consommation effrénée qui, à l'époque, faisait un boom gigantesque économique. Devenir un agent qui consomme du parfum, des chewing-gums, je veux dire, consommer pour partir en vacances, s'acheter un Solex, partir en Italie en vacances le week-end ou l'été, ça devenait un agent de consommation. Donc quand on comprend ça, on comprend quoi? Et je fais le lien avec votre question. La plupart des questions sociétales, comme on dit, on le voit en matière d'émancipation. Les gens pensent que le progressisme est émancipateur. Il veut le mieux, qu'on se réalise mieux, qu'on soit plus libre, qu'on ait plus de droits, qu'on soit mieux dans ses pompes, j'ai envie de dire, qu'on soit libre de son choix, maître de son destin. C'est la finalité vendue comme étant le moteur du progressisme. Mais au fond, le progressisme, c'est quoi? C'est l'ouverture au marché toujours plus étendue, c'est la réduction des libertés au marché et à la consommation. L'IVG, partiellement du moins en tout cas, était une façon de dire aux femmes: «Vous aurez de l'argent, vous travaillerez, vous vous émanciperez, vous aurez votre libre choix de garder ou non votre enfant, donc vous aurez le libre choix de fonder ou non une famille». Ce qui veut dire que vous pouvez être un agent de consommation libre qui rentre dans cette course du marché. Vous serez comme les hommes, pour être consommé, consommer, 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 puisque la famille par essence a des obligations qui vous empêchent de consommer. Vous devez vous occuper de l'intérieur, de vos enfants, d'une vie, je veux dire, d'une vie familiale qui a des conséquences sur votre incapacité à sortir consommer toutes les 5 minutes. Parce que regardez le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit n'est qu'une succession de lupiotes à consommation. On vous dit constamment qu'il y a les pop-up sur internet comme Netflix ou autre sont des machines à consommation. Nouvelles séries, nouveaux produits, et cetera, et cetera. Placement de produits, le jeu des algorithmes qui désormais fait un travail de fou pour aller vous suggérer la dernière des choses à acheter. Et je dis ça parce qu'au fond, le progressisme a ça de fascinant qu'il a réussi son entreprise. Il nous a vendu ces libertés comme étant des libertés ultimes et désormais il nous dit, de la même façon que, au fond, sur le marché des libertés, tout se vaut. Hier, la grande liberté, à l'époque de la Révolution française notamment, c'était la liberté, c'était des libertés fondamentales de gens, je disais tout à l'heure, la libre pensée, la libre opinion, la propriété privée, le droit à réclamer, un débat contradictoire, les droits de la défense par la suite. Vous voyez, les droits fondamentaux. Ça, c'était les droits fondamentaux qu'on avait. Désormais, on a tellement tout nivelé sur ce marché des libertés que le droit à mourir devient une ultime liberté, ce qui veut dire qu'elle a le même non, elle est encore plus puissante, plus ultime. C'est l'étape finale, au sens vraiment de la finalité, l'étape finale de cette construction des libertés qui est devenue ce marché des libertés dont je parlais.
Voilà le grand retournement de ce progressisme et le monde tel qu'il a réussi à le perforer, à le corrompre et tel que la plupart, enfin j'espère pas, mais tel que certains gens, certaines personnes le voient, sans se rendre compte des intérêts cachés, du caractère presque, je disais tout à l'heure, diabolique, en tout cas sordide de ce monde qui se retourne contre lui-même. Est-ce que le peuple français aurait-il voté comme son parlement? Écoutez, je vais vous répondre, En toute honnêteté, hein. oui, oui, en toute honnêteté. Je vais vous répondre, vous savez, vous m'avez invité, pour parler de cela et vous avez la gentillesse de rappeler la sortie de mon dernier livre. Avant Nos vrais maîtres, j'ai fait un bouquin sur le référendum sous la Ve République, qui s'appelait «Le référendum impossible», qu'on a rebaptisé avec mon éditeur «Comment faire taire le peuple», peu importe. Quand j'ai travaillé sur le référendum, je ne m'attendais pas à avoir un tel résultat. Je vous ai dit, j'apprends des choses moi-même, c'est ce que j'aime faire. Quand j'apprends pas, j'écris pas. Vous voyez, je déteste les bouquins, on n'apprend rien, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin moi aussi de me dire que j'ai quelque chose à raconter. Sinon, vous savez, les petites pensées de tel petit personnage politique, qu'est-ce qu'il pense de sa vie et de son, ça m'intéresse pas beaucoup. Il faut du biscuit, comme on dit des fois chez les flics, vous voyez? Quelque chose à apprendre, quelque chose à relater. Et je me suis rendu compte en travaillant sur le référendum que je vous disais tout à l'heure que déjà la détestation du référendum par nos élites, elle date de très longtemps. Sous les années de Gaulle, il y avait déjà une stratégie mise en place vraiment consciente pour flinguer le référendum, mais ça tenait encore parce que De Gaulle était là. Et petit à petit, on a cassé le référendum en toute connaissance de cause, hein. On a fait qu'il soit de plus en plus impossible de l'utiliser. Aujourd'hui, on est à l'acmé de cette stratégie pour une raison simple, qui est dite dès les années 60 par ceux qui ferraillent contre De Gaulle. C'est parce qu'ils se disent: «On n'est pas sûr de ce que le peuple va voter». Ça veut dire que dès le début, ils se disent: «Il reste dans le référendum une espèce de risque politique». On ne sait pas trop. On a beau avoir des études, des sondages et cetera, le référendum, c'est une question, oui ou non, blanc ou noir, que vous posez d'emblée, parfois avec une annexe, hein, on peut tout imaginer dans l'organisation d'un référendum. Mais vous demandez au peuple son avis, il n'y a pas 16 candidats, il n'y en a pas 8, il n'y a pas 12 000 débats, il n'y a pas des débats noyautés, il y a pas de fumée. Vous avez une question, oui, non, blanc ou noir. Et quand vous voyez le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, ou vous voyez celui de Maastricht en 92 sur l'Union européenne, ou vous voyez même celui sous Pompidou qui portait sur l'élargissement de l'Europe à la Grande-Bretagne, oui, à la Grande-Bretagne, on voit 3 choses. Les résultats ne correspondent jamais, jamais aux projections. Jamais. Sous Pompidou, on pense que les Français vont être massivement pour l'intégration de la Grande-Bretagne. Pour la faire court, hein, en gros, ils vont pas se dév ils viennent même pas. Il y a une baisse de la participation, alors par rapport à aujourd'hui, elle reste haute, mais une baisse telle que Pompidou, qui obtient un oui à, je sais plus, 65 quelque chose comme ça, il dit: «C'est un échec personnel». Certains disent même que Pompidou envisageait de démissionner, tellement il a mal pris la réponse des Français qui étaient bien moins enthousiastes qu'ils ne l'attendaient. Quand vous prenez Maastricht, les études les sondages et les études d'opinion, Maastricht va être un raz-de-marée. L'Union européenne, c'est la paix, c'est merveilleux, c'est le progressisme, c'est le sens de l'histoire, c'est la citoyenneté européenne, c'est l'euro à venir. Vous voyez, l'euro, la monnaie, quoi, c'est merveilleux. Vous voyez, tout était là. Maastricht est passé d'un cheveu, le nom a failli l'emporter d'un cheveu. C'était un mouchoir de poche. Et quand vous prenez 2005, on a une campagne qui était, je veux dire, l'équivalent des campagnes d'aujourd'hui, qui était: l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la liberté. Il y a même, je veux dire, j'ai retrouvé dans mon bouquin pas mal de phrases d'époque, les mêmes qu'en 92, en gros, hein. On nous disait: «Si le non l'emporte», je vous assure que c'est vrai, hein, «si le non l'emporte, c'est une victoire, sinon pour Bismarck, non, sinon pour Hitler, du moins pour Bismarck, sinon pour Hitler». Ça veut dire que le type qui lit ça, d'accord, le lecteur moyen, d'accord, vous et moi, on lit le journal, vous tombez là-dessus, vous lisez l'édito, vous jetez un œil, vous vous dites: «C'est vrai, si je vote pour le non à la Constitution européenne en 2005, je veux dire, je suis quasiment un nazi». Tu vois? Indirectement, c'est ça que ça veut dire. Donc vous n'avez pas le droit de voter non. Les Français votent non à 55.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur la fin de vie, je suis sûr qu'on me dirait: «C'est le progressisme, c'est le sens de l'histoire, c'est difficile de résister» et quelque part, tout le monde a peur de mourir et tout le monde a peur de mourir vieux et en mauvaise santé. C'est-à-dire que c'est la donnée aussi historique, c'est que nous vivons de plus en plus longtemps, mais dans quelles conditions? L'alimentation est un souci, l'obésité morbide sévit de plus en plus, nous avons des problèmes de surpoids, les problèmes de cancer qui sont développés de façon monstrueuse, le lobby du sucre, dont on ne parle quasiment jamais, qui a un impact fondamental sur le monde. Le professeur Raoult, pendant le Covid, je me rappelle une fois, il avait été quasiment exclu d'un plateau, enfin on voit que la caméra est passée vite sur lui quand il avait dit: «Le Covid, la santé publique, c'est pas une question, du Covid, de vaccination, tout ça», il disait: «C'est un problème de sucre et de lobby du sucre parce que nos organismes se sont affaiblis eu égard au sucre industriel et raffiné qu'on mange de façon sordide, sans même se rendre compte depuis 40 ans». Bref, je vous dis ça parce que du coup, on vit de plus en plus longtemps, mais dans quelles conditions? Donc tout le monde a tendance à se dire: «J'ai pas envie que ça tourne mal, il vaudra mieux que l'on puisse, je veux dire, me débrancher», disait-on jadis. On dirait aujourd'hui: «Me donner ma dose létale», hein, ce qui est le terme employé dans la loi en quelque sorte. Mais en même temps, je vous avoue, je me méfie de ce genre d'illusions ou de réponses toutes faites parce que qui va vraiment savoir ce que vont se dire les Français qui ont connu ça? Qui voient de près les personnes chères qu'ils aiment vivre dans certaines conditions, qui le voient atteintes de telle ou telle maladie et je vous le donne, alors je m'excuse, hein, ça n'a aucune valeur d'évangile, c'est juste mon avis. Je pense qu'avant d'avoir accompagné et mon grand-père et ma grand-mère, personnellement, je pense que je n'aurais pas été hostile à ouvrir un vrai débat sur la fin de vie et je pense qu'avoir accompagné des gens vers la mort, l'avoir vu des mois et des mois, l'avoir vécu. Vous savez, les médicaments qui ne marchent plus vraiment, je passe ces détails, hein, c'est toute une Oui. épreuve, hein. Quand vous avez vécu ça, au fond, en tout cas c'est mon cas, je reviens en arrière et je me dis: «Quand le cœur bat encore alors qu'il est censé ne plus battre, quand vous êtes à la fin mais qu'en fait la fin ne vient jamais, qu'elle attend encore plus longtemps», je me dis: «Qui sommes-nous pour légiférer et pour ne pas laisser, par exemple, le peuple de France décider en son âme et conscience?» Telle est la démocratie et tel est finalement le risque à prendre et l'acceptation d'une question extrêmement difficile à trancher. À votre avis, combien de temps il faudra-t-il avant que certains, réclament l'extinction aux mineurs? Je vais vous dire, la dystopie frappe si forte en ce moment, fortement en ce moment que je ne sais plus quoi dire. C'est-à-dire que on m'aurait dit, je vous disais parlais du Covid ou la fin de vie, ça va à la vitesse de l'éclair. Le monde va à la vitesse de l'éclair. On m'aurait dit il y a quelque temps que on aurait je veux dire la censure européenne sur le de plus en plus avancée, j'aurais pas cru. Je veux dire, il y a une forme d'accélération du progressisme et d'accélération de l'empire du politiquement correct, mais plutôt du j'ai envie de dire l'empire du politiquement dictatorial, plutôt du correctement dictatorial. C'est-à-dire la dictature correcte, la dictature qui pense bien. C'est l'empire du politiquement correct, comme disait, Philippe Muret. L'extension de cet empire-là, je l'imaginais pas aller aussi vite. Donc, je peux pas vous dire qu'on ira que ça va se faire en 3 minutes 30, c'est impossible. Je peux pas dire que ça va aller à la vitesse de l'éclair non plus en la matière, sur la fin de vie et l'extension aux mineurs. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que là où nous allions avec lenteur ou avec vous savez, il faut comme disait François Mitterrand, j'aurais aimé avoir une autre référence pour finir, mais il faut laisser du temps au temps, ou comme disaient d'autres, hein, il faut hâter d'aller lentement, d'accord? J'aurais cru que tout ça prendrait plus de temps. J'aurais même cru qu'Emmanuel Macron mettrait pas autant le pied sur le champignon, eu égard à la qualité et à l'apocalypse de son deuxième mandat. Dire à la succession d'erreurs, de mauvaises décisions, je veux dire ça il est spectral Macron, et en même temps, il se permet de devenir le leader européen sur toutes les questions de défense, d'invasion étrangère, enfin de la guerre en Ukraine et cetera, et maintenant il est celui qui veut enregistrer à bride abattue la loi sur la fin de vie pour avoir ce grand chantier sociétal en à son crédit. Donc pour vous répondre, je pense pas que ça ira très vite.
mais je pense que ça ira bien plus vite que prévu et bien plus vite que certains ne le croient. OK, donc maître, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission fort intéressant et je pense que ça sera pas la dernière. En général, à mes invités, je leur laisse le mot de la fin, donc du coup, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, ce qui vient à l'esprit, c'est un mot sublime d'un Anglais, de Lord Salisbury, qui disait, durant la Seconde Guerre mondiale, je crois que c'était durant la guerre, et qui disait: «Retarder, c'est déjà vivre». Donc si on retarde le plus possible, on continuera encore à vivre, ça m'ira très bien, c'est le mot de la fin. Retarder, c'est déjà vivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview sur Histoire et Révélation. Bonne soirée, merci. Bonsoir.